poursuivons cet après-midi du Paris-Saclay Summit 2026, toujours ici dans la salle André Michelin à Centrale-Supélec. Alors on accueille maintenant une immense figure de la recherche internationale. Ses travaux ont profondément changé notre compréhension de l'expression des gènes et de l'épigénétique. Pour ce grand entretien, j'ai l'honneur d'accueillir Edith Heard, généticienne, médaille d'or du CNRS 2024 et membre de l'Académie des sciences. Elle va dialoguer avec Caroline Tourbe, journaliste au Point. Je vous laisse la parole. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Alors, je suis ravie de vous recevoir pour ce grand entretien et on va tourner autour d'une question qui vous passionne et depuis longtemps, qui est pourquoi est-ce que les femmes et les hommes ne sont pas égaux face aux maladies, face aux pathologies diverses et variées? Et la réponse, elle se trouve en partie du côté des chromosomes. Et plus particulièrement dans un processus fascinant que vous avez beaucoup étudié, qui est l'inactivation du chromosome X. Et nous avons donc la chance d'être avec vous, Edith Heard. Bonjour. Bonjour. Pour en parler. Alors pour comprendre, je pense qu'il faut, comme un escalier qui va nous mener en haut pour atteindre des connaissances, commencer par la première marche. Je pense qu'il est bon de rappeler qu'en effet, nous n'avons pas, femmes et hommes, exactement les mêmes chromosomes. Exactement. Les femmes, en général, ont 2 chromosomes X, les hommes, un X et un chromosome Y. Mais on peut être homme avec 2 X, XXY, ou femme avec un seul X, XO. Ce qui est important, c'est pour être homme, d'être très simpliste, c'est le Y, où il y a quelques gènes, très peu, mais qui sont essentiels pour déclencher la détermination du sexe masculin. Et si on n'a pas ce chromosome ou ces gènes présents, l'individu devient femelle presque par défaut. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, c'est ça la base de la détermination du sexe. Après, effectivement, il y a une inégalité parce que le chromosome X est très grand, il porte plus que 1000 gènes, alors que le Y, comme je l'ai dit, a peu de gènes et n'est pas essentiel. Le chromosome X est essentiel et le dose précis est aussi critique. Avoir 2 chromosomes X qui, tous les deux, expriment les mêmes gènes, même s'il y a des variations dans les gènes, c'est essentiellement les mêmes gènes, cette double dose est très vite létale. Donc un embryon femelle ne peut pas survivre avec 2 chromosomes X actifs. Donc au cours de l'évolution, le processus pour égaliser le dose des gènes entre XX et XY ou XO est d'inactiver un des 2 chromosomes X très tôt au cours du développement. Et cette inactivation, cette mise en silence d'un chromosome entier, en fait, est propagée stablement ou assez stablement au cours des divisions cellulaires. Et cette inactivation du X, en général, chez l'humain en tout cas, est aléatoire. Donc on a tous un chromosome X qui vient de notre mère et un chromosome X qui vient de notre père, les femmes. Les hommes, ils n'ont que le X de leur mère en général. Et donc en fait, cette inactivation qui a lieu au cours de l'embryogenèse femelle est aléatoire. Soit le X paternel, soit le X maternel est inactivé. Mais une fois que ce choix est fait, il est propagé de manière stable. Donc, les femmes, en fait, sont des mosaïques cellulaires, en tout cas, mosaïques, pour l'expression soit du X paternel, soit de l'X maternel. Donc, ça nous fait des êtres beaucoup plus complexes et diverses, et ça a un impact aussi sur les différences dans l'apparition ou pas de certaines maladies. Alors revenons justement sur la découverte des processus, des rouages de l'inactivation. Au tout début de votre carrière de scientifique, on n'en savait pas grand-chose. C'est quelque chose qui était encore très peu étudié Alors, ce n'est pas moi qui ai découvert l'inactivation du X. En fait, c'était il y a longtemps, maintenant c'était en 1961. C'était Mary Line, une généticienne britannique, qui a découvert ça en faisant de la génétique de la souris. Elle a réalisé que les individus avec 2 X avaient ce mosaïcisme et chez la souris, ça peut se manifester avec la couleur du pelage. Donc, elle a découvert ce processus, mais après, ça a pris quand même plusieurs décennies pour qu'on comprenne comment ça se passe.
Et donc, effectivement, moi, j'ai commencé ma recherche sur le sujet en 1990 dans le laboratoire de Philippe Avenel à l'Institut Pasteur. Et là, nous cherchions le déclenchement, le molécule qui pouvait déclencher ce processus. Et juste à mon arrivée dans ce laboratoire, ce molécule a été découvert et c'était une grande surprise. C'était un ARN non codant, donc un ARN qui ne produit pas une protéine. Et cet ARN est assez magique. Il décore un des 2 chromosomes X presque entièrement, un peu comme un sapin de Noël. Il est décoré. Et cette décoration déclenche la répression génique. Donc, en 90, cette découverte a été faite. Après, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années, pendant des décennies, pour comprendre comment ça se passe. Et en fait, nous avons réalisé assez tôt qu'il s'agissait des protéines qui s'associent avec cet ARN non codant, qui déclenchent la répression des gènes, qui font que le chromosome devient inactif et qui verrouillent cette inactivation. Donc en fait, le processus est épigénétique. C'est ce que j'allais dire. Voilà. En fait, l'ADN, quand on parle d'inactivation, ne disparaît pas. Non, l'ADN est là. Chromosome qui disparaît. Exactement. Les 2 X, leur ADN est là. Simplement, un des 2 est utilisé et l'autre pas. L'autre est réprimé. Mais pour que cette répression soit stable et mémorisée à chaque fois qu'une cellule femelle se divise, il faut des marques épigénétiques. Et donc, par exemple, c'est la méthylation de l'ADN. Donc, l'ADN est là, mais il peut être méthylé au niveau des cytosines, une des 4 bases. Et cette méthylation et d'autres changements épigénétiques sont responsables de cette propagation stable de l'état d'inactivité des gènes tout le long du chromosome X. Et tout au long de votre carrière, il y a eu en effet des moments, des jalons, des périodes importantes de découverte, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui ont marqué. Qu'est-ce qui a été pour vous déterminant ? Alors, bon, la recherche, pour ceux qui sont chercheurs, ils le savent très bien, c'est un métier qui est magnifique, mais aussi très dur. On passe parfois des années où on cherche quelque chose et on ne le trouve pas, ou on trouve autre chose. Et ce qui est important, c'est d'avoir toujours les yeux ouverts pour la surprise. Donc moi, j'ai passé quand même 10 ans après avoir arrivé en France à l'Institut Pasteur. J'ai passé presque 10 ans à la recherche de la manière que ce gène, l'ARN non codant, qui s'appelle XIST, était régulé. J'avais fait des expériences de tout type, en particulier la transgénèse. Et c'était que plusieurs années plus tard que j'ai réalisé qu'en fait, les transgènes que j'ai testés, qui ne semblaient pas fonctionner, en fait, pouvaient fonctionner à un moment du développement. Et en fait, ça nous a amené à découvrir que l'inactivation du X est un processus très dynamique. On pensait que au cours du développement, un des 2 X est choisi pour être inactivé et c'est bon, c'est fini, le X est inactivé tout au long de la vie et c'est bon. Mais en fait, en cherchant la manière que le X est régulé par XIST, on a découvert qu'au cours de l'embryogenèse, en fait, le X devient inactif. Ensuite, il est réactivé temporairement et ensuite, il est inactivé encore. Donc ça, à la limite, c'est très spécialisé, mais ça a ouvert des champs assez généraux parce qu'en fait, on a réalisé que cette plasticité épigénétique est quelque chose qu'on trouve très souvent au cours du développement, mais aussi même dans des tissus somatiques. Donc la découverte de cette plasticité, en fait, nous a amené à réfléchir à quel point est-ce que le X inactif est stable, même dans les cellules somatiques ou, par exemple, dans les tumeurs, dans les cancers. Et donc, quand j'ai monté mon équipe, mon laboratoire à l'Institut Curie, où j'ai passé plusieurs années très, très fantastiques, parce que là, c'est la recherche fondamentale, mais dans un contexte très interdisciplinaire et associé avec un hôpital. Donc, j'ai travaillé de manière très proche avec certains médecins et on a trouvé qu'effectivement, dans le cancer du sein, par exemple, le X inactif n'est pas si silencieux que ça. Et donc cette recherche nous a amené à chercher les raisons pour cette instabilité et puis aussi l'organisation des chromosomes en général. Donc en fait,
une des découvertes, un des moments eureka qu'on ne cherchait pas, mais nous sommes tombés sur le résultat, c'était au début des années 2000 où on a découvert une organisation des chromosomes qui est générale, mais c'est en cherchant la manière que ce fameux gène existe, était régulé, que nous sommes tombés sur les domaines topologiques où l'ADN en fait est embobiné dans des domaines qui sont un peu isolés ou séparés. Et c'était très important pour comprendre la régulation des gènes en général. Donc, c'est ça le parcours d'un chercheur, on pose une question, on prend le chemin et au cours de route, on découvre des choses inattendues, souvent des déceptions, mais de temps en temps, des découvertes qui ouvrent des champs entiers. Voilà. Et par rapport justement à cette découverte, ce que vous expliquez, c'est qu'en partant du chromosome X, vous vous apercevez qu'en fait, vous découvrez des choses qui concernent d'autres... Tout le génome. Et puis aussi cette dimension, je dirais, temporelle, qu'au cours de la vie, on peut avoir une instabilité épigénétique qui a lieu. Et ça, c'est très important dans le cas de certaines maladies et surtout certaines maladies qui peuvent avoir un biais sexuel, qui sont plus fréquents ou moins fréquents chez les femmes, par exemple. Parce que c'est une réalité. Voilà. Il y a des maladies qui sont beaucoup plus représentées chez les femmes, inversement plus chez les hommes, ou à des périodes différentes aussi de la vie des femmes et des hommes. Donc, par exemple, les maladies auto-immunes, beaucoup de patients qui ont des maladies auto-immunes comme le lupus sont des femmes. C'est vraiment, dans certains types de maladies auto-immunes, c'est 80% ou 90% des patients, en fait, ce sont des femmes. Alors que dans certaines maladies comme le cancer, en tout cas pour les organes non reproductifs, en fait, il y a beaucoup plus de tendance chez les hommes. Les femmes semblent être un peu protégées par rapport au cancer. Le cancer du foie, c'est un exemple par excellence, où c'est beaucoup plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Donc, pendant longtemps, les médecins constataient ces différences, mais maintenant, on commence à comprendre qu'il y a bien sûr une base hormonale. Oui. Beaucoup de choses sont différentes entre hommes et femmes grâce ou à cause des hormones, mais il y a aussi ce contexte chromosomique. Et pendant longtemps, on pensait que le X silencieux, le X inactif, était complètement silencieux. Et on réalise qu'en fait, il y a certains gènes qui arrivent à échapper à cette inactivation. Comme je disais, au long de la vie aussi, on voit qu'il y a une instabilité épigénétique. Il y a certains gènes qui ont une grande tendance à se réactiver. À se réveiller. À se réveiller, exactement. Et donc, ça veut dire qu'il y a une double dose de ces gènes dans certains tissus ou à certains moments du développement ou de la vie adulte. Et cette double dose peut être un avantage ou un désavantage. Par exemple, dans les maladies auto-immunes, nous savons que certains gènes qui sont impliqués dans le système immunitaire, qui sont sous le chromosome X, en double dose, en fait, peuvent prédisposer la personne à ces maladies auto-immunes. Donc, c'est parce qu'il y a une double dose de ces gènes que le lupus peut se manifester. Des gènes, je peux citer des noms, le TLR7. Donc, en fait, c'est le système immunitaire inné qui est le système qui combat les virus ou les bactéries. Et donc, en fait, on pense que ce double dose est problématique. Mais de l'autre côté, ce double dose ou cette activité, on appelle ça biallélique, peut protéger parce que il y a beaucoup de gènes sur le X qui sont aussi impliqués dans le cancer ou dans d'autres maladies. Et quand il y a une mutation sur un X, donc là, c'est l'ADN qui est affecté, une délétion ou une mutation dans une partie d'un gène. Là, en fait, si on n'a pas une deuxième copie pour prendre le relais ou pour protéger, on est tout de suite atteint. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maladies liées à l'X qui se manifestent chez l'homme et pas chez la femme. Et pour le cancer, il y a des gènes qui sont impliqués dans ce qu'on appelle la suppression des tumeurs. Donc en fait, c'est des gènes qui, quand ils sont mutés, peut faire que la cellule va se diviser de manière incontrôlée ou peut avoir une prédisposition à envahir les tissus, etc. Donc en fait, les gènes, les suppresseurs de tumeurs qui sont présents sur le X, quand il y a une mutation sur une copie chez l'homme, c'est un problème. Alors que si chez la femme, la deuxième copie, elle n'est pas silencieuse, mais elle échappe à l'inactivation, ça pourrait protéger.
Donc ça reste encore une hypothèse, mais une hypothèse très attractive qu'il y a beaucoup de laboratoires qui sont en train de chercher pour expliquer cette protection. Et on voit immédiatement aussi des pistes thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on se demande si parfois relancer ou arrêter l'inactivation ou inversement et pas une voie thérapeutique. Ouais. Bien sûr, il y a des maladies, pas que le cancer, mais par exemple le syndrome de Rett, qui est un syndrome qu'on retrouve que chez les filles. En fait, il s'agit d'un gène sur le chromosome X qui s'appelle MSCP2. MSCP2, quand il est muté sur le X seul chez le mâle, chez un mâle, en fait, l'embryon ou l'individu meurt très vite. Donc, en fait, ne pas avoir du MSCP2 est un problème. Alors, chez les femmes, parce qu'on a cette inactivation aléatoire, les filles qui portent une mutation sur un allèle mais pas l'autre sont des mosaïques où l'allèle sauvage qui n'est pas malade est exprimé dans certaines cellules. Il peut être issu du père, voilà, par exemple, si ça vient du père. Voilà, ou de la mère, et puis l'autre est muté. Et donc, en fait, dans les cellules où le X qui porte le gène sauvage est inactivé, c'est que l'allèle mutant qui est présent, et là, les cellules sont malades, on va dire. Et donc, en fait, le syndrome de Rett est parce qu'il y a 50% des cellules ou environ dans le cerveau de ces filles qui n'expriment pas de MSCP2 du tout. Alors, des recherches chez la souris ont montré que si on peut réintroduire MSCP2 dans des cellules qui n'expriment pas MSCP2, là, on peut réverser presque totalement les symptômes. Donc, en fait, il y a l'espoir que peut-être si on réveille le gène sauvage MSCP2 sur le X inactif dans ces cellules qui sont présentes, en fait, on peut sauvegarder, enfin, remettre en fonction ces cellules qui étaient malades. Donc, c'est encore une fois, on n'est pas encore à la thérapie de ce type, la thérapie, on va dire, épigénétique, où en fait, on ne corrige pas le gène, simplement on réveille le gène qui était endormi ou inactivé, mais qui était le gène sauvage qui va produire la protéine et qui va faire fonctionner la cellule. Mais il y a beaucoup d'intérêt et de recherches qui essaient de trouver comment faire ça. Effectivement, nos études suggèrent quel type de marque chromatinien il faut cibler pour réveiller ce gène inactivé. Est-ce qu'il y a déjà des médicaments épigénétiques? Est-ce qu'il y a des choses qui ont quand même réussi à démontrer que c'était possible de jouer sur l'épigénétique? Oui, c'est intéressant parce que bien avant qu'on comprenne de quoi il s'agissait, en épigénétique, l'inactivation du X, ou que certains gènes au cours du développement sont réprimés, ça c'est un processus qui se passe chez l'homme et chez la femme. En fait, il y a des parties de notre génome qui sont réprimées et d'autres parties qui sont activées. Et ça, c'est essentiel pour les caractéristiques de nos tissus. On ne peut pas exprimer tous les gènes dans tous les tissus. Donc, en fait, l'épigénétique est là partout. Et bien avant qu'on comprenne de quoi il s'agit, il y avait certains médicaments qui étaient déjà utilisés en clinique. Un exemple, c'est la décitabine. En fait, c'est un agent qui peut déméthyler l'ADN. Et c'était que dans les années 70-80 que les chercheurs ont commencé à utiliser la 5-azacitidine. En fait, on appelle ça décitabine, mais c'est la 5-aza. En fait, ils ont commencé à regarder l'impact sur les cellules quand on traite les cellules. Ils ont réalisé que si on déméthyle le génome ou une partie du génome des cellules, elles peuvent changer d'expression, d'activité génique. Donc, on sait que la décitabine est utilisée pour le traitement de certains types de leucémie ou de dysplasie myéloïde. Et en fait, ce traitement est utilisé en clinique depuis des décennies et marche. En fait, ça fait gagner plusieurs années de vie pour les gens souvent âgés qui ont cette dysplasie. On ne sait pas encore quels sont les gènes cibles, mais on sait que c'est un agent épigénétique qui marche. Donc, d'un côté, on a des médicaments épigénétiques qui marchent, mais on ne sait pas
exactement ce qu'il cible, comment le... qu'est-ce qu'il cible. Et de l'autre côté, on a des gènes qui sont réprimés épigénétiquement et on aimerait bien les cibler. Aller les cibler, oui. Voilà. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de se dire que de ces recherches sur l'inactivation du chromosome X naît aussi tout un questionnement sur l'attention portée aux différences entre hommes et femmes dans les maladies. Il y a quelques années ou décennies, les femmes étaient exclues la plupart des essais cliniques sur les médicaments par crainte, hein, c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité qu'elles soient enceintes sans le savoir ou que les hormones étant différentes, ça puisse venir biaiser les résultats. Donc, bon, en tout cas, elles étaient exclues de ça. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer et qu'il faut encore plus changer. Absolument. Donc, en fait, il y a quelques années, j'ai fait mes cours au Collège de France sur exactement cette thématique. Et moi, j'ai appris des choses que je ne savais pas. J'ai lu des papiers historiques. Et si on regarde, ça fait en fait des siècles que les femmes n'ont pas été... non seulement n'étaient pas traitées, mais elles n'étaient même pas étudiées pour des raisons religieuses et sociétales. Les femmes étaient très souvent même pas examinées par un médecin. C'était que les hommes. Et il y avait, il y avait toutes les hypothèses sur l'impact de l'utérus. En fait, c'était l'explication pour tout chez les femmes. Si on avait un rhume, c'était parce que l'utérus est monté dans le nez. Non, mais vraiment, c'est incroyable. Et ça, c'était depuis les Grecs anciens, les Égyptiens. Et donc, en fait, pendant des siècles, la femme était quasiment pas comprise biologiquement. C'est qu'au début du dernier siècle où on commence à voir des papiers sortir sur la biologie féminine, enfin des femmes. Et c'est que beaucoup plus récemment qu'on commence à comprendre les maladies qui sont féminines. Donc je parlais des maladies auto-immunes. Il y a même 10 ou 20 ans, les femmes disent que très souvent, elles avaient les symptômes, mais elles n'étaient pas diagnostiquées. Elles allaient voir le médecin, mais en fait, c'était très, très mal reconnu. Ça a changé. Et les médicaments, effectivement, étaient testés que chez les hommes. C'était surtout aux États-Unis où il y a eu un grand mouvement dans les années 80-90, où en fait, on testait que des cohortes d'hommes, parce que en fait, il y avait ce risque éventuel pour les femmes qu'elles étaient enceintes. Bien sûr, l'impact du thalidomide était énorme. Donc, en fait, on a passé d'un extrême à l'autre. Et les hommes, bien sûr, étaient bien traités parce que les médicaments étaient testés. Leur correspondaient, oui. Et on a réalisé, c'était à la fin des années 90 aux États-Unis, que je pense que 8 des médicaments sur 10 qui étaient sortis du marché étaient sortis à cause des effets secondaires sur les femmes. Donc, en fait, les femmes étaient traitées avec des médicaments testés chez l'homme et, en fait, on était traités comme des mini-hommes. C'était juste la taille et le poids qui étaient pris en compte, rien d'autre. Alors que génétiquement, physiquement, physiologiquement, nous sommes tous très différents. Ça a changé. Maintenant, depuis 10-20 ans, les boîtes pharma, en fait, testent quand même sur les hommes et les femmes, mais néanmoins, on pense que les femmes sont encore sous-représentées dans les essais cliniques. Et c'était encore pire, parce que même la recherche fondamentale ou la recherche sur les animaux, très souvent, les gens n'utilisaient pas, par exemple, les rats ou les souris femelles, parce qu'il y avait cette mythe que les femelles étaient beaucoup plus variables que les mâles. Alors qu'il y a plusieurs études qui sont sorties il y a 2 ou 3 ans qui montrent qu'au niveau du comportement, en tout cas, c'est les hommes qui sont beaucoup plus variables que les femmes. Les femmes sont beaucoup plus stables et prévisibles, et les hommes partent souvent aux extrêmes pour des tests comportementaux. Et puis pour la physiologie, on a montré qu'en fait, si on prend les cohortes mixtes où on les sépare, il n'y a pas tant de différence que ça. Donc maintenant, il y a quelques années, récemment, il y a eu quand même des réglementations qui obligent, par exemple aux États-Unis à l'époque, qui obligent d'inclure des cellules ou des modèles animaux, femelles et mâles, mélange. Et bien sûr, ça a un impact après sur la compréhension.
Maintenant, malheureusement, avec Ouais. ce qui se passe aux États-Unis, en fait, toute cette évolution est en train de réverser très rapidement. Donc, la recherche sur les différences de sexe continue en Europe, mais aux États-Unis, ça devient presque tabou de parler de la diversité, y compris la différence entre hommes et femmes. Il y a un an, quand vous étiez déjà venu au Paris-Saclay Summit, vous aviez poussé un cri d'alerte, enfin, sonné l'alerte sur la situation de la science aux États-Unis, votre inquiétude. Un an plus tard, le pire se passe. C'est la vérité. Le pire est en train de se passer. On a vu en un an à quel point on peut réverser des avancées dans certains domaines, comme le mien, mais aussi, et peut-être encore plus aigu, sur les domaines des vaccins, de toutes les études sur le système immunitaire, les immunothérapies. Donc c'est incroyable à quel point on peut en fait imposer un changement qui est basé sur, je dirais, l'ignorance et la peur, et réverser toutes ces avancées. Et on connaît toutes les scientifiques en Europe, on connaît des scientifiques aux États-Unis qui n'osent plus rien dire. Donc les gens ne parlent pas, parce que si on se prononce, si on exprime un avis, tout de suite, il y a le risque qu'on devienne cible, que les financements soient coupés, que l'Institut soit ciblé. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on craignait il y a un an, en fait, est en train de se passer. Donc, et même dans le cadre d'un débat scientifique, la parole est bloquée, c'est-à-dire que... Absolument. Ouais. Je connais des gens qui organisent des colloques qui existent depuis toujours, par exemple, sur la lignée germinale ou autre. Il y a certains mots qu'on n'a plus le droit d'utiliser. Comme par exemple tout ce qui est diversité. Voilà, au niveau des voies reproductives et autres. Donc en fait, c'est incroyable à quel point. Et puis c'est pas fait de manière scientifique. Non, c'est dogmatique. On cherche les mots clés. Et même dans les publications, il y a certains journaux qui en fait, doivent exclure certains types de mots pour ne pas être ciblés. Et donc, il y a des cohortes de scientifiques, par exemple, tous ceux qui travaillaient sur les vaccins, qui, je pense, cherchent à partir ailleurs. Alors et on n'a même pas parlé des autres domaines qui ont été ciblés de manière très, très forte, comme tout ce qui est sur le climat. Science sur le climat. Où là, c'est même pas, c'est pas juste la recherche et juste les scientifiques, c'est aussi les données qui ont été collectées depuis des décennies qui sont en train d'être détruites. Vous êtes revenu, donc vous travaillez en Angleterre depuis un an, vous êtes revenu en Angleterre. Est-ce qu'il y a des chercheurs, on sait qu'en France, nous, il y a des chercheurs américains qui sont venus s'installer en France. Est-ce qu'il y a des programmes de ce type-là en Angleterre? Alors, je dirais, il y a eu un programme. Effectivement, le gouvernement britannique a décerné un pot de financement pour permettre, je dirais, les échanges internationaux en pensant aux États-Unis. Enfin, la chose qui est bien, c'est que les scientifiques bougent toujours. Dans le temps normal, c'est normal pour qu'un scientifique décide de voyager, de passer du temps ailleurs. Donc, à la limite, on a cet avantage, nous, les scientifiques, que ce n'est pas mal vu, c'est même très, très bien vu de bouger. Donc, en fait, on essaie d'accueillir des chercheurs qui souhaitent venir au Royaume-Uni. Nous, dans l'Institut où je travaille, on a lancé un appel d'offres récemment et on a eu presque 700 personnes qui ont postulé pour juste quelques positions, 4 positions. Et c'est vrai qu'on a eu une augmentation énorme de nombre de personnes qui viennent des États-Unis. Donc, et ce n'est pas forcément des Américains, c'est aussi des Européens qui sont partis s'installer là-bas ou des post-docs. Et en fait, les gens qui, il y a quelques années, auraient choisi de rester aux États-Unis ou même de partir aux États-Unis travailler, en fait, reviennent en Europe, y compris au Royaume-Uni. Donc, quelque part, c'est un avantage. On peut dire, oh, c'est quelle opportunité. Mais je trouve ça tragique parce qu'en fait, c'est une opportunité empoisonnée parce que ça veut dire que les États-Unis, qui étaient quand même un très, très grand centre de sciences et qui a été soutenu de manière consistante par tous les gouvernements depuis des décennies,
en fait, est en train de se vider et de se transformer. Et ça, c'est très, très mauvais pour la science en général. Oui, ça a été un phare, c'est vrai, absolument, quand même, qui a éclairé beaucoup de domaines de recherche. Vous pensez que vous pourriez mener les recherches que vous menez aux États-Unis, ou vous, précisément, le fait que ce soit le travail sur le X, est-ce que ça serait... Bien sûr, oui, quelqu'un comme moi pourrait continuer, mais on fait très attention à comment on pose les questions. Par exemple, là, quand on a parlé des différences et essayer de comprendre les changements au niveau du système immunitaire, les maladies auto-immunes, je ne suis pas sûre que je pourrais faire une demande de financement, par exemple, qui cherche à financer ce type de travail. Et puis, quand on parle des différences entre les sexes, évidemment, on essaie de comprendre la diversité entre les personnes. Et là, il faut faire très, très attention. Donc moi, j'ai des collaborateurs aux États-Unis avec lesquels on fait des demandes de financement. Et ils sont extrêmement rassurés de pouvoir postuler pour des financements européens parce qu'aux États-Unis, ils craignent qu'en fait, leurs financements seront coupés. D'accord. Même s'ils ne bougent pas, ils restent. Mais pour ces thématiques, voilà. D'accord. Et plus généralement, et c'est aussi une conversation qu'on avait déjà eue un peu il y a un an, et j'aime revenir sur ce sujet-là avec vous, la science, la connaissance scientifique, est-ce que vous avez l'impression qu'elle est mise en danger, ou qu'il y a quelque chose qui menace la parole scientifique de plus en plus ? Quand on parle des États-Unis et ce qui est en train de se passer, oui, je pense que là, il y a un danger et c'est à nous tous d'être clairs sur l'importance de la science pour l'avenir. Donc, en fait, oui, il y a une menace, mais de l'autre côté, c'est un moment, même depuis l'année dernière, d'espoir énorme parce que la science va à une vitesse incroyable actuellement. Quand on parle de l'intelligence artificielle, moi, dans le domaine en biologie, en tout cas, c'est une véritable révolution. On peut faire des choses maintenant, aujourd'hui, en quelques minutes, qui nous prenaient des années avant, avec, par exemple, l'outil AlphaFold, qui prédit la structure d'une protéine à partir de la séquence. Donc là, on a vu une explosion des connaissances et d'avancées scientifiques. Donc, même s'il faut faire très attention et, je dirais, être très courageux pour ne pas laisser les paroles être supprimées et de garder cette liberté de science et de recherche. En même temps, c'est un moment, je dirais, très opportun où de plus en plus des yeux se retournent vers la science. Et pour moi, en tout cas, vers la biologie, parce que la biologie apporte des solutions pour la santé humaine, mais aussi des solutions pour la santé planétaire. Alors, quand on parle de changement climatique et l'impact sur le climat, on voit que finalement, si on veut survivre sur cette planète, parce que la planète, elle ira très bien sans nous, hein, oui. À la limite, elle va respirer quand on ne sera plus là. Mais en tout cas, quand on se soucie du changement climatique, on se soucie surtout de notre existence. Et c'est évident que c'est les scientifiques et les biologistes en particulier qui pourraient apporter des solutions. Donc je pense que c'est très schizophrène actuellement. Il y a beaucoup d'excitation. Beaucoup d'émulation aussi, oui. Et en même temps, on voit que géopolitiquement, le monde est une catastrophe. Donc c'est intéressant. Une cocotte. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'il doit y avoir des questions dans la salle. Je ne sais pas si... Je vois des bras. Oui. Mais je ne vous vois pas parce qu'avec la lumière, en fait, on ne voit pas. On n'a plus non plus le retour du temps, je le dis pour l'équipe technique. Bonsoir et merci d'être là et de partager toutes ces avancées et ces espoirs en même temps avec nous. J'ai une question un peu peut-être spécifique. Je voulais savoir si l'avancée de ces recherches peuvent donner un éventuel... espoir d'un traitement, que ce soit épigénétique ou autre, sur le gène FMR1, en l'occurrence pour le X fragile, ou est-ce que ce n'est pas encore pour aujourd'hui ? Oui, donc le gène FMR1 qui est impliqué dans le X fragile, donc c'est
en fait un syndrome où ce gène en fait est dans une partie du X, et on commence à comprendre un peu pourquoi en fait le X fragile, parce qu'on voit que en fait le X se casse à cet endroit-là, mais ce gène en fait donne lieu à un syndrome qui peut être très grave pour les hommes qui le portent, mais aussi pour les femmes qui le transmettent. Donc, la bonne nouvelle, en tout cas pour moi, c'est qu'une de mes meilleures chercheuses qui était dans mon équipe, qui vient de monter son équipe à Paris, donc à l'Institut Imagine, entre l'Institut Imagine et l'Institut Pasteur, elle s'appelle Agnese Loda, c'est une brillantissime italienne qui a décidé de s'installer en France. Elle va travailler justement sur l'étude des possibles cibles épigénétiques du gène FMR1 dans un contexte, bien sûr, d'abord dans les systèmes modèles, mais avec l'idée de pouvoir éventuellement trouver des thérapies chez l'humain, ou au moins de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Donc, je ne suis pas spécialiste, moi, du gène FMR1, mais tout ce que je sais, c'est que c'est encore une question ouverte de pourquoi, en fait, cette protéine ou l'ARN qui produit cette protéine ne fonctionne pas comme il faut. Et on sait qu'il y a des changements épigénétiques qui sont liés aux cytosines qui sont à côté de ce gène, dans la partie régulatrice, mais on ne sait pas quel est l'impact réellement. Donc en fait, ça reste une question très ouverte, mais en même temps, nous avons maintenant des outils pour non seulement comprendre beaucoup mieux ce qui se passe, mais aussi pour cibler de manière très précise les gènes. Donc je ne sais pas si vous avez entendu du système CRISPR, qui a eu le prix Nobel il y a quelques années, où on peut modifier le génome à volonté. Mais avec les outils CRISPR, on peut cibler la machinerie épigénétique de manière très spécifique à certains gènes. Donc il y a beaucoup d'espoir pour les traitements épigénétiques et génétiques avec ce type de technologie. Donc si ça vous intéresse très particulièrement, je vous invite de contacter Agnese, qui vient de monter son équipe et qui a un financement pour étudier exactement ce gène et les éventuelles opportunités épigénétiques. D'autres questions dans la salle ? Oui, bonjour, merci. Par rapport à l'inactivation du X, est-ce qu'une femme qui a un X majoritairement inactivé a moins de chances de le transmettre à sa fille ? Et est-ce que cette fille va avoir forcément, entre guillemets, plus de chances de désactiver cet X à la fois aussi ? Oui, c'est une très bonne question. Et en fait, je n'ai pas suffisamment expliqué le cycle d'inactivation du X chez la femme. Donc en fait, même si au cours de l'embryogenèse, un des deux X est choisi pour l'inactivation et ensuite ce choix est propagé de manière stable, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans la lignée germinale de la femme, le X inactif est réactivé, que ce soit le X qu'elle a hérité de son père ou de sa mère. Donc le X inactif est réactivé avant la méiose, avant que les gamètes, l'ovogenèse, avant que les ovocytes se forment. Donc en fait, que le X soit inactivé ou pas, ça n'a pas d'importance à la transmission ensuite aux filles et aux garçons. Le X maternel, même s'il était inactivé avant, ouais. En fait, il va être transmis de manière active aux fils et puis aux filles aussi. Et le cycle répond à chaque cycle de vie. En fait, le choix aléatoire se passe à chaque génération. Une autre question ? Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait présumer, dans le cas où il y aurait un X sur les deux qui serait muté, qui serait dangereux, est-ce qu'on pourrait présumer qu'il serait éteint de manière préférentielle ? Exactement, excellente remarque. Très souvent, les gens qui ont une mutation, qui portent une mutation, les femmes qui portent une mutation sous le X, en fait, ne montrent pas de symptômes. Donc, on a parlé tout à l'heure du syndrome de Rett, où là, il y a effectivement un syndrome assez grave de problèmes neurologiques, épilepsie, etc. Là,
dans ce cas-là, il n'y a pas une contre-sélection contre le X qui exprime l'allèle muté. Mais dans plein d'autres maladies, on sait qu'un homme qui porte cette mutation, on voit bien les symptômes, mais une femme est quasiment totalement asymptomatique. Et c'est parce que justement, il y a une sélection cellulaire au cours du développement ou même au niveau d'un tissu, mais il faut que les cellules se divisent pour que ça se passe, où les cellules qui ont choisi, on va dire, le mauvais X à exprimer, en fait, sont mises de côté. Soit elles ne se divisent pas aussi bien, soit elles meurent. Et en fait, on devient peu mosaïque. Donc les femmes porteuses peuvent être 90% de leurs cellules expriment le X, on va dire sauvage, et inactif le X qui porte la mutation. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a plein de gènes, par exemple la dystrophie musculaire de Duchenne est sur le X. Un homme qui porte une mutation dans ce gène DMD a cette dystrophie à 100%. Mais une femme envoie une variation dans ces symptômes. Et certaines femmes sont très symptomatiques, d'autres beaucoup moins. Et donc on pense qu'il n'y a pas de contre-sélection, mais si j'ai bien compris, il y a maintenant des études qui indiquent que peut-être que oui, dans certains cas, on peut avoir une contre-sélection. Donc la femme n'a pas de symptômes parce qu'en fait, elle n'exprime jamais ou quasiment cette mutation. Il est sur le X inactif. Donc oui, il y a cette sélection secondaire qui a lieu. Mais si je peux juste rajouter, parce que souvent les médecins se retrouvent avec des situations où une femme qui a une mutation sur le X a en fait des symptômes très aigus d'une maladie qui normalement aurait dû être masquée ou contre-sélectionnée. Et là, ce qu'on réalise, c'est que en fait, nous, les humains, sont très polymorphes. Donc, en fait, les deux copies de nos gènes sont très différents. Quand ça vient du père et de ma mère, on est très diverses. On n'est pas intercroisés comme on peut faire chez la souris. Et donc, en fait, très souvent, on a des mutations, des polymorphismes sur plusieurs gènes du X. Et même s'il y a une mutation qui peut avoir un impact très nocif, par exemple MSCP2 dans le cerveau chez les filles, en fait, il peut avoir un autre gène qui est polymorphe et qui a une mutation qui est contre-sélectionnée plus tôt sur l'autre X. Et donc, on se retrouve avec un biais qui va vers l'allèle muté, mais c'est parce que sur l'autre X, il y avait un autre gène qui était contre-sélectionné plus tôt. Donc, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, les femelles sont très complexes. Est-ce qu'on a encore le temps pour une ou deux questions? Oui. Oui, madame. Il y a un micro vous arrive. Oui, je réagissais par rapport à ce que vous disiez, je dirais sur les réactions américaines par rapport à la science. L'Amérique a une banque de données scientifiques absolument énorme. Quelles conséquences cela va avoir pour le reste du monde? Parce qu'il y a un partage des découvertes et de cette banque de données, même sur celle du passé et de l'avenir. Absolument, c'est une question extrêmement importante. Et d'ailleurs, l'année dernière, j'étais ici, mais j'étais pas la directrice du CRIC à Londres, mais la directrice générale de l'Institut européen, l'EMBL, donc le laboratoire de biologie moléculaire européen. Et un des 6 sites de cet institut est basé en fait au Royaume-Uni et héberge les données, les bases de données biologiques de toutes sortes. Et en fait, au moment où M. Trump est devenu président, notre crainte est effectivement que les données aux États-Unis soient perdues ou détruites. La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques, en tout cas les biologistes, partagent leurs données de manière assez consistante depuis très longtemps et déposent leurs données souvent dans les grands databases comme cet institut dont je parle, le EBI, European Bioinformatics Institute. Et même les données américaines sont dans cette base de données européenne et même il y a une copie au Japon. Donc les scientifiques sont malins
ils ont pensé à l'éventualité d'une catastrophe dans un pays ou un autre. Ils ne pensaient pas forcément à une catastrophe de ce type politique, ils pensaient plus à d'autres types de catastrophes. Mais en tout cas, il y a des copies de beaucoup de données qui sont présentes ailleurs dans le monde, y compris en Europe. Mais pour certains types de données qui étaient générées aux États-Unis et n'étaient pas encore partagées, comme les données sur la biodiversité ou le climat, là, le risque, c'est qu'ils sont perdus. Et d'ailleurs, on sait que certaines données ont été détruites. Et donc ça, en fait, on est en train, moi j'ai dit ça toujours, on est en train de brûler la bibliothèque de la vie. Les données, les connaissances que les hommes et les femmes ont cueillies depuis des décennies et qui ont été cataloguées, mis à disposition et qui peuvent être détruits comme ça du jour au lendemain, pour moi, c'est ça en fait la vraie catastrophe quand on parle de la science. Parce que les scientifiques, ils peuvent recréer leur carrière ailleurs, mais les données détruites, il y a certaines espèces, par exemple, quand on parle de biodiversité, si les données sont détruites et si l'espèce n'est plus là, c'est fini. Est-ce qu'il y a encore une question? Je pense que ce sera bonjour, moi j'avais une question. Est-ce que ce phénomène d'extinction de X existe dans tout le règne animal? Oui, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a des exceptions? Oui, c'est une très bonne question. Non, c'est une spécialité des mammifères. Et même parmi les mammifères, il y a certains mammifères qui n'inactivent pas un X, mais qui font ça autrement. Donc, le sexe est important dans tout le royaume animal et végétal. Et en fait, les espèces qui se reproduisent sexuellement peuvent évoluer. Les espèces qui sont asexuelles, en général, il y a un moment où elle devient extincte. Donc en fait, ça, c'est quelque chose que les scientifiques reconnaissent. Mais si on se reproduit sexuellement, on peut faire ça de diverses manières. Et quand il s'agit des chromosomes sexuels et une inégalité éventuelle entre les mâles et les femelles, et dans certaines espèces, comme chez les oiseaux, c'est pas un XX et un Y, mais c'est un ZW et un ZZ. Donc en fait, on a plein de types de chromosomes sexuels différents, et la manière d'égaliser le dose est aussi très différente. Donc, si on parle juste des mammifères, chez les mammifères qui ont un placenta, effectivement, c'est le X, un des deux X qui est inactivé. Si on regarde, par exemple, les monotrèmes, le platypus, donc vous savez, cet mammifère qui a un bec comme un oiseau, mais en fait qui est un mammifère et qui allaite ses petits, l'ornithorynque, merci beaucoup. L'ornithorynque, voilà, qui est une espèce incroyable, mais là, en fait, cette espèce a 5 X, 5 chromosomes X et 5 chromosomes Y. Donc c'est compliqué. Et pour l'instant, il n'y a pas de données qui suggèrent que entre les mâles et les femelles, il y a inactivation des 5X, d'une des deux copies des 5X. On pense que là, la régulation de dose est faite gène par gène, que pour les gènes qui sont vraiment importants, qui sont sensibles aux doses. Donc pourquoi l'ornithorynque fait ça comme ça et que la souris fait ça autrement? Nous ne savons pas. Ça, c'est les mystères de l'évolution. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le dose est important, mais il y a plusieurs manières moléculaires d'atteindre l'équilibre de dose. Et effectivement, on voit, plus on regarde, et nous, on a regardé la souris, le lapin et l'humain, et dans les 3 espèces, même si c'est des chromosomes sexuels un peu semblables, il y a une activation du X, mais même là, c'est très différent. Donc, il faut toujours garder l'esprit ouvert. Et pour moi, il n'y a pas un modèle pour tous les animaux, y compris l'humain. Chaque animal a son système de compensation de dose et ses besoins ou ses nécessités au cours du développement. Voilà. Merci beaucoup. Juste une dernière question. Quand est-ce que vous reprendrez vos cours au Collège de France? Alors là, c'est une question délicate. J'aimerais beaucoup. Et effectivement, parce que maintenant j'ai pris la direction de l'Institut Crick au Royaume-Uni, voilà, on est en train de regarder comment je pourrais reprendre mes cours et quand, mais j'espère pouvoir le faire très rapidement. Voilà. Cette année, je ne le fais pas, mais on œuvre sur la question. Voilà. Bon, on vous tiendra au courant des plannings.
Merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour cet échange passionnant. Merci à vous pour vos questions très pertinentes. Je vous donne rendez-vous à 17h45 pour un autre grand entretien qui va vous plaire, j'en suis convaincue. On va changer de discipline, mais pas d'ambition scientifique. Un grand mathématicien sera avec nous, Stéphane Mallat. À tout de suite.